prends souvent cet exemple, c'est que d'abord travaille à essayer de te payer, à maîtriser ton point d'équilibre. C'est par exemple, je sais pas, t'as besoin de 100 000, tu calcules, hein, tu as besoin de 100 000 pour te payer tous les ans ton train de vie, tes dépenses pro. Bah, tu dois d'abord travailler à atteindre ce point d'équilibre tous les ans et d'avoir la visibilité là-dessus, sur 12, 24, 36 mois. Ensuite, bah, tu vas travailler à avoir du résultat. Une fois que ça, tu sais que c'est OK, comment tu vas améliorer le résultat au-dessus de 100 en fait, pour passer à une automatisation de 100, 200. Donc là, tu donnes pas de la valeur à ta boîte parce que c'est toujours toi en fait qui est dedans. Et puis après, l'étape d'après, tu vas travailler à ce que ta boîte elle vaille de l'argent. Et là, dans ce cas-là, bah, va falloir que ça tourne plus autour de toi. Donc c'est encore une autre étape de l'entrepreneuriat. Mais quand tu démarres, faut déjà travailler à te dire, est-ce que tu peux avoir de la visibilité sur 24 mois pour te payer? Salut Sébastien, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Salut Paco. Et welcome back. Après 2 ans d'absence, puisqu'on se rappelle que tu étais venu au tout début du podcast de l'aventure, c'était un peu plus de 2 ans en fait. Donc ça fait vraiment très plaisir de te recevoir. Bah écoute, tu vois, je pensais que c'était il y a 12-18 mois, comme quoi c'est passé vite. Bravo d'avoir tenu le coup. Merci. Et du coup, je m'étais dit, alors pour peut-être amorcer un peu la conversation, peut-être ce serait intéressant, puisque tu avais parlé un petit peu de ton parcours à l'époque, et pour ceux qui veulent vraiment voir le background, ils peuvent écouter cet épisode-là, mais peut-être de voir en fait ce qui s'est passé pour toi sur ces 2 dernières années en termes de business. Je sais qu'à l'époque, tu avais donc du locatif, du marchand, maîtrise d'œuvre aussi. Il y avait pas mal de choses dans tes activités. Et, voilà, si tu devais un peu faire une sorte de update de ce qui s'est passé. Okay, alors ça peut être long, je vais essayer d'être concis parce que je suis bavard. Bah écoute, il y a 2 ans, déjà sur ma première activité, le locatif, j'étais encore dans la stratégie, dans une stratégie de cash flow en fait, où vraiment je cherchais à avoir des actifs à cash flow. Et j'ai changé de levier en fait. J'ai commencé à arrêter cette stratégie, à partir sur du patrimonial, sur du bâtiment industriel et commercial, sur lequel la vraie stratégie c'est de trouver les terrains, de construire et de mettre des gens en place avec des emprunts qui sont plutôt sur 13 ans plus 2 ans de différé. Donc en gros des stratégies vraiment patrimoniales avec une vraie plus-value latente, parce que le besoin de cash flow en soi ne se faisait plus sentir. Et donc ils étaient annexés, les SCI sont annexés au groupe, et du coup il y a pas de problématique d'endettement. Donc ça c'est la stratégie qui a changé, on va dire, sur la partie locatif. Ensuite mon métier de base, où je suis maître d'œuvre d'exécution avec une société qu'on a à Paris. On a développé une société dans les Hauts-de-France avec un pote à moi en fait qui voulait se lancer. C'était pas trop bon moment, et on a dit on va y aller doucement. Et en fait cette société est en train d'exploser aujourd'hui, donc on est très content. On fait même de la croissance externe. On achète d'ailleurs officiellement la société le 30 avril. Tout est fait, voilà, tout est pareil. On travaille déjà ensemble, parce que quand on rachète une boîte, en fait, c'est l'année comptable qui compte, mais on l'achète qu'au 30 avril, alors que leur bilan est du 1er janvier au 31 décembre. Donc on bosse déjà ensemble, mais officiellement ce sera au 30 avril. Donc ça a été une vraie épopée, parce qu'on est parti du coup à l'époque, il y a 2 ans, on faisait 0 de chiffre d'affaires. Enfin, il fallait qu'on trouve du boulot, et là on va atterrir sur un 3,5 millions de chiffre d'affaires, donc qui va être une très belle entreprise, donc la plus grosse de la région. Donc on est plutôt content. Donc ça pour la partie maîtrise d'œuvre. Et donc il y avait le cercle qui avait à l'époque une petite année, parce que maintenant il a 3 ans, donc qui était en plein essor sur la partie membres qui rentraient, etc. Et on a complètement, ça y est, on est presque plein. Il nous manque entre 5 et 10 personnes suivant quelques départs ou arrivées. Et à l'époque, on était dans une phase un peu d'accélération, où il fallait en gros rentrer des gens, avoir de la prévision pour pouvoir mettre des moyens en place. Et là aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de crédibilisation, où en fait on a 3 ans derrière nous, on a des opérations qui se sont faites, qui sont réalisées, il y a des vrais résultats, et on est dans une phase de stabilisation de la boîte à outils, avec une phase de réabonnement plus longue. Cette fois le business model a un peu changé pour pouvoir investir en fait plus d'argent sur des sujets support pour tous les membres. On est une centaine.
Et donc c'est une autre phase de l'entreprise. C'est marrant parce que du coup tu mets pas les moyens au même endroit. Enfin c'est super cool quand tu prépares au mois de décembre les roadmaps et là où tu mets les moyens. C'est vraiment cool. Et sur la partie marchand de biens, ben en toute honnêteté, alors moi j'étais à l'époque il y a 2 ans pour le coup, j'avais des opérations de partout que je gérais en direct et j'ai dû changer de stratégie parce que toutes ces activités là m'ont pris énormément de temps et on peut pas être partout à mon grand malheur. Mais du coup j'ai choisi de changer de stratégie en donnant aussi les opérations que je détectais à des associés à moi et en étant vraiment là plutôt sur le côté en fait regard critique, levier cash et le levier bancaire et d'amener on va dire plutôt de l'expérience et du recul sur l'analyse risque du bien et plus sur la rentabilité. La rentabilité, des moments ça fait 20%, des moments ça fait 25%, des moments ça fait 30%, des moments ça fait 40%, puis à la fin des moments ça fait 10% parce qu'il y a une erreur, c'est rare mais ça arrive. Et donc j'ai changé un peu de braquet là-dessus et j'ai bossé à l'époque dans toute la France. Donc j'ai fait des opérations à peu près partout. Là j'en ai débouclé une à Annecy, une grosse villa, j'en ai sur Valenciennes, j'en ai dans le bassin d'Arcachon, etc. Et sauf que là j'ai décidé de me recentrer à partir de cette année. Pourquoi? Parce que le levier bancaire est plus simple. Et en fait, moi, j'ai tout un écosystème de boîtes, en fait, et de réseaux qui est plutôt Picardie, Nord-Île-de-France, Normandie et tout ce qui va être Côte d'Opale, baie de Somme. Et je veux me reconcentrer par ici parce que je me rends compte que travailler loin, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et quand on est loin et qu'il y a un problème, c'est beaucoup plus dur à gérer. Donc voilà, je décide là à partir de cette année de me recentrer localement. Donc je fais tout ce que j'ai en cours comme d'habitude et je dis pas que je pourrais pas saisir une opportunité, mais c'est pas du tout dans mes objectifs. Donc voilà, j'ai décidé de me recentrer parce que je me rends compte que tout est un peu connexe. J'ai toujours monté toutes mes sociétés comme ça et en fait quand je fais l'auto-alimentation sur 10 à 20% du chiffre d'affaires, c'est toujours ça de gagner en fait dans l'énergie et le temps qui nous reste. Donc voilà. Ok, ouais, non, mais il y a vachement de choses effectivement qui sont passées et c'est vrai que moi je me souviens que j'avais l'observation quand on s'était vu la dernière fois qu'il y avait peut-être trop d'activités à la fois. Je me disais comment il arrive à gérer tout ça. Donc c'est intéressant que tu dises aussi que voilà, à un moment donné, il faut te recentrer sur les choses sur lesquelles tu veux mettre vraiment plus la priorité. Et effectivement, c'est ce que tu sembles dire ici, quoi. Ouais, je voulais préciser une chose là-dessus parce que du coup, maintenant on est une quarantaine de salariés en tout sur toutes les boîtes et il faut avoir en tête que c'est pas parce que tu embauches quelqu'un que tu délègues le truc et que c'est fini. En fait, il y a une phase d'apprentissage, il y a une phase de délégation, de contrôle, que les gens soient prêts en fait. Et c'est ce qui prend le plus de temps en fait, c'est de déléguer les choses. Et ils sont pas faites comme toi tu les aurais fait. Je dis pas que je les fais mieux ou moins bien. Je dis juste que c'est pas fait comme toi tu l'aurais fait. Donc il faut aussi apprendre à travailler avec ces personnes-là. Et donc la croissance, ça se pilote et je crois que donc pendant ces 2 ans-là, j'ai énormément appris et je ferai de la même manière, mais en ayant, on va dire, l'habitude maintenant et les bons réflexes pour éviter certaines erreurs. Ouais, carrément. Alors, je trouve intéressant de discuter avec toi par rapport à ton point de vue, justement, c'est qu'en fait, toi, tu as un profil vraiment d'entrepreneur, donc de multi-casquette, mais quand même très plugué, vraiment enraciné dans le secteur immobilier quand même, que ce soit maîtrise d'œuvre, accompagnement, et puis pour tes propres opérations en marchand. Et ce que je voulais en fait discuter avec toi, un peu le grand thème, je pensais, de cette discussion, c'est tout cet aspect un petit peu de professionnaliser en fait l'acte d'investir en immobilier, qui a quand même connu pas mal un contexte plus favorable que maintenant. Peut-être c'est ce qui a créé beaucoup de gens qui de velléité d'aller là-dessus, d'investir en immobilier. Et peut-être qu'on est en train de se retourner maintenant sur un marché qui est plus compliqué et sur lequel finalement que les meilleurs vont rester, les plus organisés, les plus professionnalisés. Et pour démarrer un petit peu ça, je voulais savoir en fait toi, parce que ça fait depuis que t'es 19 ans, je crois, que tu as commencé dans l'immobilier, même avant. Comment est-ce que tu vois le secteur immobilier de manière générale, peut-être avec un regard justement plus froid, plus posé que ce que on peut entendre dans les actualités ici et là. Alors, et est-ce que c'est un peu... Ouais, non, mais moi j'ai donné mon point de vue par rapport en fait à toutes les activités que je peux faire. Clairement, il y a un ralentissement. Donc là, quand on tourne, on est en février 2023. Il y a un ralentissement. On a beaucoup de gens qui se plaignent et qui, on va dire, qui pleurent un peu, mais c'est souvent les gens qui sont rémunérés à la com avec des objectifs un peu mensuels.
penser aux agents immobiliers, aux courtiers, etc., pour qui c'est plus dur en ce moment, parce que il y a le resserrement bancaire tout simplement. Mais aujourd'hui, l'immobilier se tasse, donc il y a une légère chute des prix, mais l'activité continue. Moi, je lis encore des articles, que ce soit sur le Figaro ou d'autres trucs pourtant très connus, où ils disent ça y est, c'est fini, etc. Moi, dans mon activité de maîtrise d'œuvre, je bosse avec des promoteurs sérieux. Attention, hein, j'insiste bien, des promoteurs sérieux. Et aujourd'hui, les promoteurs sérieux savent faire, commercialisent, vendent. Et ça marche en fait. Il faut donc l'immobilier dans le neuf continue de marcher. D'ailleurs, ma boîte de maîtrise d'œuvre, on a presque 30 mois de carnet de commandes signés en fait. Donc c'est qu'il n'y a pas de problème. Les promoteurs ne lancent pas s'ils sont pas sûrs. En fait, ils ont une GFA à avoir, une pré-commercialisation suivant où ils en sont entre 40 et 70%. Donc si tu veux, ce marché il continue d'alimenter. Il y a une hausse des prix du BTP qui fait que naturellement, en fait, je pense que c'est ça d'ailleurs qui fait que les prix de l'immobilier ne baissent pas. Parce que quoi qu'il arrive, si tu veux acheter, rénover ou que tu veux construire en neuf, t'en auras pour plus cher que l'ancien. Et il y a un moment, les gens, faut qu'ils continuent à se loger. Et il y a un vrai facteur, c'est qu'il y a toujours plus de demandes que d'offres. Bien sûr, dans des secteurs, on va dire, où il y a de l'emploi, etc., pas dans le fin fond de la France, mais dans 70% des endroits, ça se passe bien. Nous, on le voit dans le cercle, hein, il y a toujours de l'offre, de la demande. Donc en fait, les prix stagnent, sont plutôt à la baisse parce que les gens ont peur. Et du coup, il y a deux aspects de le voir. Il y a dans la maîtrise d'œuvre, nous, on surfe sur cette vague et de neuf et on se développe en parallèle en réhabilitation parce qu'on sait que ça va être le futur, hein, parce que le foncier va être de plus en plus rare pour construire. Et à l'inverse, en tant que marchand, on va surfer sur la peur des gens de ne pas vendre en ce moment pour créer du stock en fait et de vendre peut-être que dans 12 ou 18 mois, c'est pas grave, et d'acheter très bas et de revendre en fait à prix maîtrisé. Alors c'est pour ça qu'on travaille avec des marges basses, moyennes et hautes pour dire voilà, suivant il y a 2 ans, on vendait toujours à marge haute. On faisait entre 30 et 40% de marge tout le temps. C'était vraiment génial, c'était le feu. En ce moment, on fait 20%. Ouais, ok, est-ce que c'est grave? Non, pas forcément. Il y a beaucoup de gens qui seraient heureux de faire 20%. Et oui, il faut être solide. On a certains membres, nous, qui ont une quinzaine d'appartements en stock. On en a discuté. Je dis, vends-en 5. Relâche un peu la pression parce que ça sert à baisse un peu le prix sur 5, puis garde le reste et applique différentes stratégies pour maîtriser ton chiffre d'affaires en fait à l'année sur plusieurs années. Seulement, en ce moment, il faut faire attention, c'est que l'argent coûte cher, et c'est le vrai sujet en fait du moment, c'est de dire l'argent coûte cher. Donc du coup, le particulier, on va dire qu'il va acheter son appart, en ce moment, il a juste peur. Tu vois, parce que inconsciemment, avant, t'achetais à 1%, maintenant c'est à 4%, il a l'impression qu'il peut pas investir, etc. Faut savoir quand même qu'il y a 10 ans, c'était à 8%, et ça se passait très bien, les gens investissaient quand même dans tous les trucs. Donc par contre, il faut que les gens s'habituent, parce qu'aujourd'hui, ils lisent, sur les réseaux sociaux, c'est la crise, donc ils attendent une chute, etc. Donc il faut être patient. Mais aujourd'hui, les banques continuent de prêter. Alors bien sûr, c'est plus la boîte de Pandore pour le particulier qui démarre, hein, ou comme on a pu connaître des emprunts sur 25 ans avec des taux d'endettement qui explosaient. Mais quand tu es bien structuré, que tu professionnalises l'approche avec ta structure commerciale que tu fonctionnes, que tu as à côté, tu arrives à avoir de vrais emprunts, sachant que les pros n'ont pas de taux d'usure, et du coup la banque a tendance à plus nous prêter en tant que pro parce que forcément elle peut mieux gagner sa vie qu'avec un taux d'usure où elle est bloquée chez un particulier où en fait elle perd de l'argent et surtout par rapport au risque qu'elle prend, elle bloque un petit peu. Donc voilà, aujourd'hui c'est le système bancaire, et encore une fois, on est en février 2023. Quand j'en discute avec les directeurs de banque avec qui je bosse, donc en régional, hein, ils nous disent vraiment tous qu'on est dans une courbe plutôt haute et qu'il va y avoir une stagnation, pareil, qui va plutôt s'aplanir là en ce moment, et que petit à petit, il faut que ça rentre dans les têtes et que les taux resteront dans ces alentours 3-4%. Je parle en pro encore une fois sur les années à venir. Ouais, donc vraiment phase d'adaptation à un nouveau. Une nouvelle réalité qui n'est pas une réalité qui veut dire on arrête tout de suite d'investir en immobilier, mais juste adapté. Et ce qui fait peur, c'est plutôt la transition en fait, de bouger d'un point A à un point B. Mais voilà, le point B, il est tout aussi, on va dire, on peut tout autant faire des affaires sur ce contexte-là, quoi. Ouais, il va falloir trouver de nouvelles opportunités et en fait,
En fait, c'est la mécanique intellectuelle. On va plutôt parler là du primo investisseur, pas accédant, mais primo investisseur. On cherche le cash flow, la liberté financière, nanani, nanana, parce que sur les réseaux, c'est ce qu'on dit. Oui, clairement, ça aide à avoir intellectuellement du recul sur les choses parce qu'on lève un peu de cash. Mais il y a des leviers en fait financiers qui existent toujours à la banque qui permettent, outre que du cash flow, parce que tu as un super emprunt sur 25 ans et mensuel, qui te permettent en fait de lever du cash. Moi, je fais des investissements en ce moment sur des trucs patrimoniaux à 7,5-8%. Qui peuvent paraître très bas quand j'ai démarré il y a 5 ans en cash flow, etc. Sauf que derrière, j'ai des travaux qui durent 6 mois sur des différés de 2 ans où je lève énormément de cash parce que c'est 130, 140, 150 000 euros de loyer. Et en fait, très vite on lève du cash et on est en cash flow puis on prend l'argent tout de suite, pas mensuellement. En fait, faut arrêter de compter mensuellement, il faut compter annuellement. Je dirais même sur 2-3 ans. Moi, je fais toujours une vision sur 3 ans sur les trésoreries. D'ailleurs, c'était un objectif que j'avais il y a 2 ans, d'avoir tous mes business en visibilité sur 3 ans, et maintenant c'est le cas. Et et du coup, en fait, quand tu le regardes comme ça, bah, tu prends des leviers différents, en fait, que simplement le fait d'avoir un cash flow mensuel de 1000, 2000, 3000 pour quitter ton job. Tu te dis non, je le pilote différemment et je navigue sur d'autres opportunités avec des arbitrages à horizon 5-7 ans qui te lâchent cette fois réellement beaucoup de cash, quoi. Et c'est là où tu fais les vrais culbutes qui te permettent d'accélérer grandement. Ouais, non, tout à fait. Non, et c'est vrai que c'est vraiment plus que ce que font finalement les promoteurs et les pros, vraiment pros de l'immobilier et se donner ce temps-là, c'est vrai que c'est idéal pour pas prendre des mauvaises décisions. Ça, j'en suis convaincu. Après, il y a quand même l'aspect faut s'organiser pour arriver à ça justement, parce que tu parlais de portage, etc. Faut avoir du cash notamment. Faut avoir les reins solides pour ça. Comment est-ce que tu dirais quelles sont les approches pour justement avoir autour de soi, avoir un système un peu plus professionnalisé et pas forcément pour le marchand qui est marchand depuis 20 ans, mais vraiment la personne qui veut se lancer au départ. Moi, quand j'ai démarré, en fait, j'avais pas de thunes, donc il a fallu que je démarre, même si on va dire le système bancaire était plus agréable. J'avais pas de thunes, j'avais monté ma première boîte de maîtrise d'œuvre. Et et j'avais pas le cash d'avance, etc. Donc j'ai fait un peu de locatif et j'ai dû retourner dans le salariat pour aller chercher un CDI pour chercher justement du cash flow en fait pendant 2 ans. Et par contre derrière pour continuer à accélérer, il a fallu que je trouve tout simplement, à un moment il faut créer des revenus à côté via des structures commerciales, qu'elles soient marchands ou autres. Alors on va parler d'immobilier parce que là on est là. Le marchand te permet, même sans avoir beaucoup de cash au démarrage, même certains zéro cash. Enfin moi j'en avais pas quand j'ai démarré le marchand, j'avais pas de cash. Et via l'association, via les levées de fonds, mais attention en ce moment, il y a de grosses taux de défaut dans les pays européens, pas encore en France, parce que notre marché rectifie différemment. En fait, autant à la hausse qu'à la baisse, le marché de l'immobilier français est très stable, donc c'est la force qu'on a. Hein. Mais il y a quand même de gros taux de défaut qui arrivent sur les plateformes de crowdfunding, etc. Donc il risque d'y avoir un petit tremblement de terre dans le secteur. Mais bon, ce n'est que mon avis encore une fois. Mais en tout cas, il y a des moyens de lever via l'association avec des sleeping partners qui vont pouvoir être avec toi, des gens qui ont de l'expérience, qui n'ont pas de temps. J'en parlais tout à l'heure. Moi, en termes de stratégie, il y a un moment, j'ai plus de temps. Par contre, j'ai de l'expérience. Je vais très vite analyser une affaire. Je vais avoir du cash à positionner. Et puis, je vais faire un point régulier avec la personne pour être sûr qu'opérationnellement parlant, ça marche bien. Et ça te permet de démarrer et d'y aller. Après, encore une fois, il faut accepter que l'affaire, parce que tu sais, souvent les gens ils détectent une affaire en marchant, il y a 100 000 euros de marge, pour un exemple rond, un ticket rond, 100 000 euros de marge, ils ont l'impression que s'ils s'associent, ils perdent 50 000. Non, tu sors simplement l'affaire que tu n'aurais pas sortie si tu démarrais. Et moi, je le cite souvent dans le cercle, c'est que j'ai dû faire qu'une seule opération tout seul, une ou peut-être deux, d'opération seul en tant que marchand de biens. Alors au départ, moi, en tant que padawan qui allait chercher des fonds et d'expérience, d'ailleurs j'ai souvent la première grosse opération, il y avait 300 000 euros sur le papier d'écrit. Je trouve l'associé me transforme la marge de 300 à 600. Et en fait, j'ai eu la même marge à terme, marge brute avant impôt, etc. Ouais. J'ai eu la même marge à terme que si j'y allais tout seul, parce que lui, il avait d'autres mécanismes, il savait commercialiser, etc. Enfin, il avait de l'expérience, tout simplement. Et donc tout ça pour dire, voilà, il y a des leviers qui existent. Je pense clairement que le levier d'association, quand on veut démarrer, est primordial. Il faut accepter qu'un business, ça prend du temps à se monter, et que ça c'est pas en 6 mois, surtout dans l'immobilier, que tu vas faire fortune. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut entre 3 et 5 ans pour stabiliser en fait bien les choses et commencer à avoir les idées claires. Et d'ailleurs,
je prends souvent cet exemple, c'est que d'abord travaille à essayer de te payer, à maîtriser ton point d'équilibre. C'est par exemple, je sais pas, t'as besoin de 100 000, tu calcules, hein, tu as besoin de 100 000 pour te payer tous les ans ton train de vie, tes dépenses pro. Bah, tu dois d'abord travailler à atteindre ce point d'équilibre tous les ans et d'avoir la visibilité là-dessus, sur 12, 24, 36 mois. Ensuite, bah, tu vas travailler à avoir du résultat. Une fois que ça, tu sais que c'est OK, comment tu vas améliorer le résultat au-dessus de 100 en fait, pour passer à une automatisation de 100, 200. Donc là, tu donnes pas de la valeur à ta boîte parce que c'est toujours toi en fait qui est dedans. Et puis après, l'étape d'après, tu vas travailler à ce que ta boîte elle vaille de l'argent. Et là, dans ce cas-là, bah, va falloir que ça tourne plus autour de toi. Donc c'est encore une autre étape de l'entrepreneuriat. Mais quand tu démarres, faut déjà travailler à te dire, est-ce que tu peux avoir de la visibilité sur 24 mois pour te payer? Alors l'immobilier, on dit que c'est chiant parce que c'est long. Et par contre, ce qui est bien, c'est que tu peux avoir du stock et de la visibilité pour du coup pouvoir te dire, je vois à 24 mois, je sais que je peux me payer et là, je peux mettre des actions un peu parallèles pour augmenter mon business. C'est rare d'avoir des boîtes où tu vois à 12, 24, 36 mois. C'est très rare, croyez-moi. Donc c'est le côté agréable des choses. Par contre, c'est long à mettre en place. Du coup, faut attendre 24, 36 mois souvent pour que ça se soit mis en place. Ouais, c'est sûr, parce que quand même dans l'immobilier, quand t'as du stock, c'est pas comme quand t'as du stock dans l'industrie ou quoi, ou que t'as pas forcément des débouchés, ou que voilà, là c'est du stock qui se dévalorise pas, au contraire. Donc c'est vrai que c'est confort, quoi. Ouais. Ouais, et puis tu sais, quand t'es sous promesse avec plein de choses à régler, etc. Tu sais qu'il va se passer 6 mois avant que toi tu réitères, puis derrière encore 6 mois de toi pour que tu commercialises que ton acquéreur et son financement. Rien que là, t'as 12 mois, tu vois. Donc c'est-à-dire, si t'as rentré un bien là, offre d'achat acceptée mois de février 2023, tu vas sûrement le déboucler en juin 2024. Alors je parle pas de stratégie flip, etc. Mais sur une stratégie classique, tu sais que dans 1 an et demi, tu t'as cette marge-là. Tu mets toujours ta marge basse, ça sert à rien de se faire plaisir sur les chiffres en gestion, mais ça te permet de te dire j'ai une visibilité en fait. Et est-ce que tu es capable d'en rentrer une deuxième, une troisième? Bon là après il faut des outils de pilotage, mais par rapport à tes fonds propres, ton cash, est-ce qu'il faut que tu t'associes? Parce que même une fois que t'es avancé, des moments ça va vite, hein, les fonds propres partent vite, et t'es obligé de t'associer juste pour dire je dilue mon risque et le fait que les fonds propres on les mette à plusieurs, quoi. Ouais. Ce qui est un peu compliqué, je pense, quand tu démarres, c'est que il faut à la fois que tu montres aux partenaires, que ce soit associés, banques, etc., que tu as du track record, que tu sais ce que tu sais ce que tu fais. Il faut en même temps que tu enquilles suffisamment, en tout cas que tu démarres suffisamment de projets pour que justement tu puisses assez rapidement rentrer dans tes frais si t'as pas du cash d'avance pour pouvoir faire justement ce reste à vivre, enfin du coup ton train de vie sur une année. Et en même temps, c'est au démarrage que t'as pas forcément justement autant de facilité ou tu vois d'aisance à réaliser ce genre de trucs. Donc c'est ça un peu en fait compliqué, quoi. Ouais. Ce qui est important, c'est toujours gérer ton flux entrant. En fait, tu dois gérer ton flux entrant. Moi, je dis toujours au départ, quand tu démarres une opération par trimestre, c'est très bien. Et après, une fois que tu arrives, tu la détectes, ton offre d'achat est acceptée, c'est tout de suite, est-ce que je suis en capacité de la faire? Oui, non, à l'instant T par rapport aux dates que tu as là. Est-ce que du coup je trouve des associés? Est-ce que je deviens un porteur d'affaires? Comment tu pilotes l'opération? Tu sais que l'opération est rentable, donc tu y vas. Et puis après tu regardes juste comment tu vas l'amener au bout et de quelle manière. Et des moments tu vas être associé à 30%, des moments à 20, des moments à 50, des moments à 70, des moments à 100%. Et en tout cas, tant que tu gères ton flux entrant, en fait, après, tu t'es sûr de faire des opérations, en fait. Et du coup, on va dire que tes apporteurs d'affaires vont continuer à t'amener du flux comme un promoteur, hein, c'est exactement pareil. En fait, il t'apporte parce qu'il sait que tu fais. Par contre, à toi de te dire, oui, des moments, tu peux pas tout faire, en fait, seul. Donc, il faut que tu trouves les solutions pour continuer, pour que tes apporteurs continuent à t'amener du flux, parce que sinon, ils t'oublient vite, hein. Moi, comme je disais, j'ai dû, à un moment, ralentir un petit peu en marchant, moi seul, en direct. Mais j'ai des opérations que d'habitude elles ne me seraient jamais passées à côté, mais là elles me sont passées à côté parce que je mettais mon énergie à autre chose. Mais il y en a certains, ils disent juste je peux plus, j'arrête, je fais le tour du monde, je fais ce que j'ai envie de faire. Bon, chacun fait ce qu'il veut, mais et en fait tu loupes après des affaires. Sauf que toi, ton job en tant qu'entrepreneur, c'est gérer un flux entrant, un flux sortant et d'avoir de la visibilité. Donc pour ça, tu dois accepter de regarder les opérations, d'avoir ta charge de travail, que tu puisses l'accepter, parce que c'est pour avoir 15 opérations aussi en même temps et que mentalement tu n'arrives pas à le piloter, c'est une grosse connerie aussi, hein. Il faut pas il faut aussi savoir laisser passer son temps, accepter que ça en prend, et les banquiers de toute façon sont pas bêtes, hein. Ils vont, quand ils vous demandent 3 bilans, c'est pas de dire ils veulent regarder si tu as gagné de l'argent sur les 3. Oui, forcément, c'est un premier critère, mais le deuxième, c'est de se dire est-ce qu'il est stable, quelle progression est là, comment il fait, et ils se disent non, c'est pas juste un mec qui s'est lancé là-dessus parce qu'il a vu 3 vidéos sur internet et qu'il a envie de devenir marchand de biens. Enfin, c'est important quand même.
Ouais, ça c'est vraiment la gestion, enfin le relationnel avec les tierces parties et notamment les banquiers, etc. Où à la fois il faut montrer une progression, en même temps il faut pas exploser par le haut en prenant trop de choses comme tu dis et puis pas pouvoir ne pas sachant les réaliser. Euh, c'est quoi peut-être alors dans un deuxième type d'écueil, donc on a vu un peu pour démarrer, mais le deuxième écueil c'est justement tu vois, quand tu vas trop vite, quand tu as trop de croissance, ça marche, donc tu es content, mais tu vois, moi je sais que dans l'industrie notamment, c'est très risqué quand tu commences à faire trop de chiffre d'affaires et puis il n'y a pas de résultat, tu vois, tu peux exploser en vol quelque part. Est-ce que c'est pareil pour les marchands? Comment tu peux gérer ta croissance et ton développement quand tu sens que ça va peut-être un peu trop vite? Ouais, en marchant, la première chose, c'est il y a un moment, tu risques d'être bloqué par le système. Ok, si t'es tout seul face au système, tu vas être bloqué. C'est-à-dire qu'à un moment, les banques vont pas te prêter, tout simplement. Enfin, ils vont prêter une fois, deux fois. Puis à un moment, ils vont dire, bon, tu déboucles, tu vois, etc. Ça, c'est pour le levier bancaire. Le deuxième, ça va être ta trésorerie à toi, tes fonds propres, en fait, vont vite te bloquer. Donc, en fait, se retrouver très vite dans une grosse croissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais appel à des fonds externes et que tu t'associes pas. Et là, en fait, t'arrives dans un flux où, en fait, tu sais, le marchand, t'as quoi? T'as le développement, trouver les opérations. Après, tu vas avoir le côté administratif et financier. Tu vas avoir le côté opérationnel, la direction, on va dire, travaux, le suivi d'opérations, etc. Et la commercialisation. C'est les 4 gros pôles. Très vite, tu vas te rendre compte que ça, toi tout seul, si tu vas trop vite et que même si tu as des fonds, le mec il a 1 million de fonds et il décide de faire 15 opérations, tout le monde n'est pas fait pour avoir cette charge de travail qui lui tombe dessus et qui a la capacité de s'organiser pour la gérer. Donc en fait, il faut passer des étapes, accepter justement de savoir embaucher là où toi t'estimes avoir le moins de valeur, embaucher ou externaliser mais de passer du temps quand même avec les gens. T'externalises pas en disant j'ai délégué, je m'en occupe plus du tout. Moi, à chaque fois, ça m'est déjà arrivé et à chaque fois que je l'ai fait, j'ai eu des résultats pourris. Mais clairement, parce qu'en fait, on se dit bon, mais ça y est, j'ai embauché ou alors j'ai délégué à un externe, j'ai plus besoin de m'en occuper. Et en fait, c'est complètement faux parce que justement, c'est là au départ, il va falloir que tu repasses encore plus de temps que c'était toi qui le faisais pour qu'à terme, il soit autonome en fait. Et quand tu pilotes ta croissance, il faut piloter ta trésorerie en tant que marchand de biens. Ça, c'est le premier facteur. Et après, ça va être où est-ce que tu délègues une partie de ton opération? Ça peut être la commercialisation, ça coûte très cher. Les commercialisateurs gagnent très bien leur vie, mais parce que ça prend beaucoup de temps et c'est du réseau. Donc le réseau, c'est souvent sur plusieurs années. Est-ce que c'est l'opérationnel? Tu vois, moi j'ai des opérations, j'ai beau être maître d'œuvre de base, où je sous-traite ma maîtrise d'œuvre. Parce que j'ai pas le temps et je vais pas me dire je suis maître d'œuvre, c'est mon métier, je suis ingénieur BTP, je vais tout faire moi-même. Non, je fais pas. Puis en plus j'ai pris tellement de, en fait maintenant je fais d'autres choses, donc je suis peut-être même plus on va dire au niveau de certains de mes collaborateurs ou de d'autres boîtes avec qui je bosse, donc il faut savoir laisser la place. Mais par contre il faut piloter, il faut déléguer alors soit embaucher ou déléguer en tout cas à des gens qui savent faire. Et encore une fois, pas vouloir faire des économies de bout de chandelle parce que dans la croissance souvent certains vont dire garde les réflexes du démarrage parce que démarrage t'as besoin de gagner des sous. Donc tu grattes le moindre euro, le moindre truc. J'en parle souvent même dans le cercle où on va aller dire on va chercher le petit comptable, le petit juriste, le petit truc à pas cher, etc. Ouais, à un moment c'est une relation de long terme. Cherche des gens qui vont t'épauler, qui vont être peut-être un peu plus chers, peut-être un peu moins chers. En fait tu t'en fous. Faut que ça fitte. Faut que les gens soient efficaces, faut que t'aies pas besoin de les relancer 10 000 fois et qu'ils aient un background en fait de dire voilà, on sait faire réellement. Et en fait, quand tu bosses avec ces gens-là, tu bosses régulièrement avec eux, tu vas t'acheter une protection en fait. Tu vois, vraiment, tu vas t'acheter une protection de ta boîte où tu sais que tu es entouré de gens solides qui vont savoir te conseiller. Le jour où ça ira pas, ils seront t'épauler aussi parce qu'il y a des moments qui sont plus durs que d'autres. Et plutôt que à chaque fois, en fait, une fois que tu gardes tes réflexes du locatif, du démarrage, où tu regardes le moindre virgule, la moindre euro, si tu continues comme ça, tu développeras pas. Je te prends un exemple concret, les banques. Tu vois, les banques, c'est un vrai sujet en fait, en tout cas dans l'immobilier. Aujourd'hui, j'écoute plein de gens. Ah, je suis chez telle banque en ligne, telle banque, alors que leur vrai métier, leur métier, en tout cas toute la stratégie qu'ils ont mis en place, c'est d'avoir du levier bancaire. Comment tu peux aller espérer chercher, je sais pas, je prends mon exemple, entre 4 et 5 millions de leviers bancaires, que ce soit en locatif, rachat de boîtes, etc. par an. Aller chercher du marchand à pareil 3, 4, 5 millions
Et puis en parallèle, avoir tous tes comptes sur des banques, je sais pas d'où, parce que ils prennent pas 1% de frais ou 2% de frais sur ton PEA. Ton PEA, même si tu as 500 000 dessus, à 8%, ça fait 40 000 euros par an, tandis que eux, quand ils te prêtent 5 millions, tu fais 1 million, 1 million et demi. Intellectuellement, en fait, j'ai vraiment du mal avec ça. En fait, c'est du gagnant-gagnant. En fait, eux, tu sais, les fameux scoring bancaires qu'on connaît au départ quand on est particulier et qu'on est en locatif, quand t'es pro, ils ont exactement les mêmes. Moi, j'ai une anecdote que j'ai kiffé avec un des directeurs commerciaux d'une banque avec qui je bosse, où il arrive et il me dit bah Seb, t'as pas pris ça? Bah je dis bah non. Puis alors du coup le gars à côté prend le relais, oui c'est ça. Et le directeur commercial il dit non mais dis à Seb pourquoi t'en as besoin? C'est la fin de l'année, on a besoin de remplir nos objectifs. Seb, peux-tu ouvrir un truc? Mais 1000 balles, fais pas chier, mais 1000 balles. On sait que c'est pas rentable, tu sais me faire mieux. Et vraiment, et c'est comme ça que ça s'est passé. J'en ai ouvert un pour mes garçons, un pour moi. Et en fait, il faut écouter en fait les gens qu'on a en face de nous. On peut pas tout optimiser. Et à la fin, plus rien à voir. Alors pourquoi je dis ça? Parce que tu vois, moi avec ma banque avec qui je bosse, on a beaucoup travaillé pour s'adapter à mon écosystème parce que c'est dur d'adapter une banque. La banque s'adapte pas à toi. Hein. Donc avec les hommes, hein, ils font confiance à l'entrepreneur, donc à Seb. Et puis, et ben après derrière, on commence à discuter. Et même eux maintenant, via leur réseau, m'apportent des affaires même en marchant. C'est-à-dire qu'ils ont des clients qui ont des choses à vendre, maintenant que je me régionalise, etc., ils savent que je suis de confiance et en fait, ils m'envoient du réseau. Mais ça, j'ai envie de dire, si à un moment je fais une opération de marchand et que je fais 100 000 euros de marge, ça va me payer tous mes frais pendant 5 ans. Tu vois, la psychologie. Donc quand on veut progresser, là j'ai parlé de banquier, mais c'est pareil à peu près dans tous les trucs. Hein. Ton comptable, ton géomètre, etc. vont t'amener du flux en fait. Et il faut être honnête, il faut laisser les gens gagner de l'argent autour de soi. Tout le monde doit gagner. Il faut l'accepter. C'est compliqué quand on démarre, mais au bout d'un moment, il faut arriver à switcher. Et c'est comme ça que tu arriveras à croître avec de la protection et du flux qui va continuer à rentrer. Ok. Puis après, bah voilà, la délégation arrive quoi. Ouais, ça me fait penser que effectivement c'était moi j'étais enfin chez Fortuneo, c'est pas chez eux que tu peux avoir un crédit bancaire de plusieurs millions quoi de dettes en tout cas, tu peux pas lever autant c'est ça. Complètement. Non, mais c'est bien de le préciser et c'est vrai que ça montre aussi à quel point, notamment dans le financement et c'est vrai aussi pour d'autres en fait, l'humain reprend le pas et surtout quand tu progresses en termes de volume, il devient de plus en plus critique cette confiance dans l'humain et dans l'homme et dans les relations plutôt que le scoring bancaire quoi. C'est ça, tu le vois, les mecs, quand ils ont monté une boîte, qu'ils leur ont vendu 10 millions, ou 15 millions, ou 5 millions, les mecs, dès qu'ils remontent une boîte, tout le monde va mettre un billet dedans. Bah, c'est quoi? C'est la crédibilité, c'est tout. C'est comme en marchand, comme dans tout, dès que tu fais, c'est là que tu passes devant les autres en fait parce que t'as le fameux off-market qui arrive naturellement à toi, mais parce que t'as été honnête, t'as payé les gens à leur juste valeur, etc. tout le long du chemin, et c'est là que ça marche quoi. Tandis que les mecs, et il y en a un qui ont réussi en tirant à vue tout le monde. Voilà, ils ont sûrement mis plus de temps, ils ont eu plus d'emmerdes, et après chacun met le curseur où il veut. Parce qu'il y a pas mal de gens, je pense, qui nous écoutent, qui font du locatif, qui s'intéressent aux marchands. Ce que tu me dis me fait penser que, enfin, on parlait du démarrage, des difficultés justement de créer tout ça, ce réseau, la crédibilité, tout ça. Est-ce que pour toi, le fait de venir du locatif, notamment avec des biens déjà qu'on a déjà rentabilisés, enfin, avoir un parc en locatif, est-ce que c'est plutôt justement, on a déjà un pied dedans, on a déjà l'œil, c'est un avantage, ça va nous faire on va dire transitionner plus facilement vers le marchand, ou au contraire tu dirais que comme c'est des mécaniques complètement différents, c'est peut-être pas forcément un avantage. Alors, il y a plusieurs types de profils. Je vais répondre par plusieurs sujets. Si je devais redémarrer à 18 ans ou à 20 ans, je ferais du marchand tout de suite. Je commencerai pas par le locatif. Enfin, si je devrais commencer, je commencerais par le marchand, parce que démarrer par le marchand, c'est tout de suite un levier de cash. C'est ça t'apprend vraiment l'entrepreneuriat, parce qu'un marchand c'est un entrepreneur, hein, sauf celui qui a un peu de fric et qui fait tourner son fric, c'est un peu différent. Mais sinon un vrai marchand qui a une vraie stratégie, c'est un entrepreneur. Et donc il faut, je démarrerai par là parce que c'est là que t'as le plus de leviers. Et après t'as encore plus de leviers locatifs et ça t'évite de démarrer par les trucs à cash flow, etc., qui sont après un peu chiants, énergivores, etc. Donc je démarrerai par là. Par contre maintenant, si à l'instant T à 40 ans ou à 30 ans, t'as déjà fait du locatif et l'autre en a pas fait, bien sûr
t'es mieux d'avoir déjà fait du locatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu poses tes chiffres souvent à long terme, et c'est ce que je fais moi à l'entrée des membres dans le cercle, on regarde pendant 3 ans, et en fait, on se rend compte que quoi qu'il arrive, 3 ans plus tard, t'es plus riche qu'aujourd'hui, parce que t'as de l'amortissement, parce que t'as du cash flow, parce que voilà, ça te permet d'avoir une certaine stabilité. Mais par contre, t'as des mécanismes qui sont pas bons, qu'il faut arriver à casser. T'as de nouvelles barrières qu'il faut casser pour revenir sur un métier de marchand qui est un peu différent. Il faut arrêter de penser comme l'investisseur où on est un peu formaté là-dessus quand on écoute différents podcasts, formateurs, etc. À un moment, on voit qu'une seule façon de penser, alors qu'un marchand, son métier, c'est d'avoir 10 millions de façons de voir le bien. Moi, quand je détecte un bien, je me dis, soit je le fais en locatif, soit je le fais en marchand, soit je le garde en locatif pendant 20 ans pour X raisons, soit je décide de l'acheter et puis de le revendre dans 7 ans. Pourquoi? Parce que du coup, j'aurais pas de notion d'intention de requalification en tant que marchand, parce que je vais le revendre entre 7 et 10 ans dans un arbitrage classique en fait de patrimoine SCI. Mais c'est un bien qui en marchand aurait peut-être pu marcher ou qui était un peu juste ou qui avait des risques de requalification de TVA et qui te permettent en fait quand même de sortir l'opération. Mais ça, c'est parce que j'ai une vision 360 du truc. Et en fait, quand tu démarres par le marchand, tu as cette vision 360. Et d'ailleurs, quand j'en discute avec beaucoup, par contre, il est vraiment important donc d'allier les deux pour ensuite aller loin, autant pour les prises de garantie, quand un bien est payé, etc. Autant pour la stabilité en fait de la boîte en général, il faut lever de l'immobilier, lever du cash et toujours y aller comme ça crescendo, quoi. Ouais, tout à fait. Alors tu parlais tout à l'heure d'association aussi. Tu disais que c'était carrément vraiment le cœur du truc et que toi-même tu avais peut-être fait une seule affaire seule. Mais association, quelles sont pour toi les associations qui marchent et au contraire celles qui foirent? Qu'est-ce qu'il faut pour faire une bonne association dans ce cadre-là? Alors plusieurs types d'associations. L'association immobilière type locatif, on va dire, il faut bien mettre le deal sur la table, qui s'occupe de quoi, et en fait c'est du passif, enfin semi-passif. Donc et d'accepter de dire tout de suite que il y a un moment, la personne qui accepte de s'en occuper, elle dit pas parce que par exemple j'ai pas d'argent, toi t'en as, je vais te dire bon mais je m'occupe de tout. Et du coup, tu me files ton levier bancaire. Ok. Sauf que 5, 6 ans, 7 ans plus tard, moi j'ai avancé, puis toi je te dis, faut mettre quelqu'un en gestion, et là tu vas me dire, ah attends, moi ce qui était convenu, c'est que tu t'en occupes. En gros, une SCI, c'est quand même un mariage, donc il faut pas s'enfermer, ok, dans un truc trop long. Il faut dire, voilà, je m'en occupe pendant un certain temps, et ensuite on rebat les cartes, soit c'est toi, soit c'est moi, soit on prend une truc de gestion, ou soit je me fais rémunérer en fait pour le truc. Ok, parce que on a mis le truc en place. Faut pas trop s'enfermer parce que souvent c'est là qu'arrivent les engueulades sur les SCI et tout. C'est quand il y a un moment, il y en a un qui avait promis de tout s'occuper. Et oui, au début on est dégoûté quand il nous dit j'ai plus le temps. Mais la vie elle change. Enfin, je veux dire, en 5 ans, tu sais pas dans 5 ans si ce sera pas à l'autre bout du monde, etc. T'en sais rien en fait. Donc c'est compliqué d'aller s'engager sur 30 ans. Donc ça c'est le premier sujet. Le deuxième. Excuse-moi de te couper ça, mais du coup parce que moi je comprenais que dans Marchand il y a jamais des deals qui durent plus de 5 ans. Enfin c'est justement l'attrait de locatif. Ah, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Je parlais justement de locatif. Par contre, dans le marchand, c'est ça qui est cool. C'est que l'opération, elle dure beaucoup moins longtemps. Donc, c'est pas un mariage. Ok, c'est un CDD. Tu te mets d'accord, tu crées un pacte d'associés et tu avances. Ok, donc, mais par contre, tu crées bien des statuts et un pacte d'associés sur les conditions d'entrée et les conditions de sortie. C'est-à-dire que c'est comme ça que c'est écrit, et si ça doit sortir, ça sort. Nous, on en a créé un qui est vraiment au top, qui reprend l'expérience, en tout cas, de beaucoup de marchands expérimentés du cercle, qui permet, en fait, d'avoir les conditions d'entrée et de sortie équilibrées, et qui permet de se dire, bon, mais s'il y en a un qui décide de sortir, il sort, et c'est ok. Et du coup, c'est très court terme, en fait. Et tu peux te dire, oh, bah, attends, allez, on va se reposer, on est plus d'accord, on va quand même aller au bout de l'opération parce qu'il faut la déboucler, mais chacun met de l'eau dans son vin, en fait, et t'avances et tu déboucles l'opération. Donc, en marchant bien, l'association, j'en ai un qui ont marché beaucoup mieux que d'autres, mais globalement, tu les emmènes au bout, tu perds pas d'argent, parce que c'est pour ça que d'ailleurs, les banques demandent un taux de marge important. Tu peux, au pire, faire 10 au lieu de 20, mais tu vas pas faire un moins 10, enfin, sauf si t'as fait n'importe quoi, ça, c'est différent, mais, donc, si tu veux, et puis ça permet de te dire, au moins, si ça va plus, t'arrêtes. Et surtout, c'est ça qui est important, c'est vous engagez pas au démarrage quand vous voulez démarrer avec quelqu'un en disant vas-y, on est associé à vie, on est parti, on s'aime bien, on est potes. Non, tu t'associes parce qu'il y a du levier en fait en face. Donc au bout d'un moment, le levier, t'en auras peut-être plus besoin.
Mais par contre, si ça fit toujours, tu continues. Mais à un moment, tu vas dire, bah ça, attends, je peux le faire tout seul, ça. Donc, en gros, tu te sers des leviers dont tu as besoin, et en marchant, ce qui est bien, voilà, c'est que c'est pas du long terme, et tu peux continuer à apprendre. Puis souvent, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu continues à aller sur plus gros, puis tu restes avec la personne, en fait. Puis après, quand ça match et que tout le monde fonctionne bien, bah, tu peux continuer sur du long terme. Après, il y a sur les structures commerciales, et là, c'est encore différent, parce que là, pour les structures commerciales, il faut vraiment, chaque année, rediscuter des objectifs, de la vision, et d'être d'accord sur le fait que ça peut changer, en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir un associé qui est en cours d'année, pour différentes raisons, d'autres envies, d'autres choses, etc. Et il faut, encore une fois, avoir le bon pacte d'associés qui te prépare la sortie, et de dire, bon, cette année, la vision, c'est ça, est-ce qu'on est toujours en phase? Est-ce que la roadmap plaît à tout le monde? Et en fin d'année, on refait le bilan et on discute de savoir si on est toujours en phase. Parce que si vous êtes plus en phase, il y a rien de pire sur les structures commerciales, c'est de rester en fait avec des associés qui se tirent dessus. Ça, c'est juste pas possible. Et donc, il faut absolument le border pour éviter des gros crashs de boîtes, voilà, à qui ça peut coûter très cher. Et là, faut faire très attention. Ouais, non, c'est vrai que, donc ouais, en locatif, pour revenir à ça, pas d'association où c'est assez peu recommandé, quoi. Mais pour les deux autres aspects, oui, quoi. Ben si, dans ce que je disais, locatif, tu peux t'associer, mais t'engages pas dans un truc, parce que c'est un mariage, t'es parti sur 20 ans, un amortissement de biens, si tu veux pas le vendre. Donc, te dis pas, je m'occupe de tout, puis toi tu feras jamais rien, etc. Parce que 3-4 ans plus tard, si ça change, la personne a pu être d'accord, alors que c'est un truc un peu semi-passif. Donc vous dites juste, voilà, pendant une période donnée, c'est moi qui m'en occupe, j'ai pas de levier, donc je te promets, je m'occupe des travaux, je m'occupe de la gestion, de la mise en place pendant 3 ou 4 ans, et ensuite, on rebattra les cartes, peut-être que tu t'en occuperas, mais il faut pas s'engager sur trop longtemps. S'engager sur 20 ans, c'est pas possible. Ouais, carrément. Sur l'aspect, est-ce qu'il y a d'autres aspects peut-être dont tu vois que les gens, voilà, les personnes que tu accompagnes et puis sur le marché ont peut-être pas encore suffisamment cette approche justement professionnelle? Est-ce qu'il y a des choses dans l'approche qui pourraient être améliorées justement quand on veut avoir un profil pro d'investisseur et qu'on n'aurait pas forcément évoqué actuellement? Alors, ce qui est important en fait, c'est souvent les gens quand ils démarrent, ils font ça en parallèle de leur travail. Ok, c'est con, hein, mais c'est comme ça parce qu'on l'immobilier dans la tête des Français, c'est un métier qu'on fait en parallèle du boulot, c'est un développement patrimonial, etc. Donc c'est vrai pour 90% ou 95% des gens. Ceux qui veulent vraiment en faire un métier. Est-ce que si demain tu veux devenir, je sais pas, boulanger, est-ce que tu vas le faire en parallèle de ton boulot? Ben non. Tu vas te lancer, tu vas prendre des risques, puis tu vas faire ça à temps plein. Faut savoir que les banquiers préfèrent prêter à un chômeur qui a le temps qu'à un mec qui a un boulot à côté et qui a pas le temps de gérer l'opération. Enfin, ils font attention à ça. L'opération va te prendre de l'énergie et du temps. T'as une famille, t'as un boulot. Comment tu vas les faire? Donc, il y a un moment, si tu veux en faire ton métier, il faut prendre le risque et quitter ton job. Enfin, alors, je dis pas quittez pas tous votre job demain et tout, c'est pas ce que j'ai dit. Il faut passer les étapes, etc. Il y en a qui ont besoin d'accompagnement, il y en a qui en ont pas besoin et tout. C'est ok ça, mais il y a un moment, t'as pas le choix que de te lancer en fait à temps complet, de prendre un risque. La France est bien faite, hein, un système qui te permet d'avoir une rémunération pendant assez longtemps. Et si t'as pas ce système-là parce que t'es libéral, parce que fais peut-être justement un peu de locatif qui va te permettre pendant 2 ans de te libérer. Puis après, si au bout de 2 ans, dans 2 ans tu verras bien, tu feras le bilan et puis tu reviendras en arrière ou pas. Mais il y a un moment, il te faut du temps. Et en fait, pour avoir une approche professionnelle, la première chose, c'est d'avoir du temps et de faire que ça, en fait, de passer son focus et son énergie là-dessus. Et soyez pas, moi j'ai fait l'erreur à un moment d'être autant dans la finance, le trading, le machin, le truc, l'immobilier. À un moment, t'es partout, t'es nulle part. Et en fait, tu as des résultats moyens partout. Alors, il y a peut-être des gens qui ont des résultats un peu plus hauts partout, mais globalement, t'es moyen partout. Non, à un moment, mets un truc en place, passe toute ton énergie dessus et professionnalise l'approche. Qu'est-ce que ça veut dire professionnaliser de l'approche? C'est d'avoir une vraie stratégie entrepreneuriale en face de ça. Comment tu le fais? Quels sont tes points forts? Comment tu les travailles? Quels sont tes points faibles? Comment tu fais pour faire que tes points faibles ne deviennent pas critiques pour ta boîte? Enfin, pose-toi ces questions-là et après structure autour de ça. Enfin, deviens acteur dans ta région et sois pas passif derrière un ordinateur. Et en fait, petit à petit, en professionnalisant cette approche et en essayant de faire différemment des autres, encore une fois, et de pas être l'énième mec qui va taper chez les agences immobilières, je voudrais un bien à 10% de rendement ou moins 20% du prix du marché. Alors, il faut le faire, mais il y a des manières d'approcher en disant je fais les choses un peu autrement et je montre que je fais que ça.
Et ça, c'est ce qui fait la différence entre le mec qui vient, enfin l'agent immobilier, faut se mettre à sa place. Il en a 10 par semaine. Comment il sait si le mec il est bon, pas bon Voilà, tu vois. Nous, on a décidé là avec dans le cercle, à un moment que tout le monde se professionnalise sur LinkedIn. On va essayer de le faire sur cette année parce qu'on se rend compte que les gens, rien que ça, ils tapent, ils se disent bon, mais voilà, ça fait partie d'un groupe. Les gens sont structurés. Après, il y en aura toujours qui sont moins bons que d'autres et tout. C'est partout pareil. Mais de base, les gens sont structurés, ont une approche différente, tu vois. Et qui est la nôtre. Elle n'est pas meilleure ou moins bonne qu'une autre, qui est la nôtre, en tout cas qui est sur une approche de professionnalisation avec des outils de gens qui ont déjà fait et qui savent faire avec des vrais outils. Et toi, quand tu te lances, c'est comment tu trouves tes bons outils en fait qui vont te permettre de montrer les choses et de piloter les bons indicateurs de ta boîte, qui soient les rentrées de biens, la trésorerie, etc., quoi. Ouais. C'est vrai, mais c'est vrai que le secteur de marchand, enfin moi pour le côtoyer depuis peu, je me rends compte par rapport à d'autres secteurs, c'est vrai que c'est pas un secteur forcément où il y a une structure très cadrée, tu vois, professionnalisée justement de base. Comme activité, c'est assez dérégulé, c'est un peu dans la zone grise, et du coup c'est vrai que je te rejoins là-dessus sur le fait que il y a des trucs à faire. Et je voulais t'emmener aussi sur l'aspect peut-être plus justement sur les risques auxquels peut-être les gens n'ont pas conscience, et comment en fait se mettre le plus en sécurité possible justement en tant que marchand. Est-ce que tu as eu des grosses plantades par exemple et ou toi est-ce que tu t'es fait peur peut-être sur une auto-OP et comment t'aurais pu faire mieux? Alors, t'as dit beaucoup de choses. La première chose, c'est comment dérisquer. Ça en fait il faut apprendre à se connaître, savoir où est-ce que tu en es, ok, et où est-ce que tu en seras au moment de l'opération. Je parle en termes de patrimoine, de cash, etc. Et de pas mettre, pas d'être full sur une opération. Ça c'est alors quand tu démarres peut-être la première, mais après il faut plus être full, il faut diversifier les choses, ok. Donc il faut accepter, encore une fois, via l'association, de se dire bon, je dérisque en disant mais même les très gros moi je connais un gros promoteur rouennais, grosse fortune, etc., qui a dû s'associer sur une très grosse opération alors qu'il est milliardaire. Parce que sa boîte de promotion n'avait jamais fait ce type d'opération, on lui a demandé d'aller avec un gros. Ok? Et en fait, chacun a son niveau, en fait, hein. C'est de dire, voilà, tant que t'as pas l'expérience, il faut que tu acceptes sur une opération. Alors, il y a des opérations très simples en flip, pas de problème. Mais dès que tu commences à avoir des travaux, dès que tu commences à avoir une commercialisation un peu complexe, il faut accepter de s'associer et de dire, par rapport à mon cash, j'en injecte, je sais pas, 10, 20, 30% par OP, etc., pour en faire soit une, soit deux, soit trois, soit quatre, soit cinq l'année, et de regarder ça. Ça va permettre de dérisquer au bout d'un moment et de dire si j'en pousse 10, s'il y en a deux qui s'arrêtent, j'en ai toujours 8, en fait, au bout, qui vont arriver au bout, et je maîtrise mon chiffre d'affaires. Ok? Et en termes de risque, s'il y a un moment l'opération elle part en couille et qu'elle arrive pas, comment je gère le truc? Ok, quand t'es avec un associé, s'il y a des moments toi t'as plus de fonds propres, l'apport en compte courant, tu lui dis écoute j'ai besoin d'en récupérer, est-ce que toi t'en as ponctuellement? Tu vois, t'arrives à t'entraider et à piloter ton cash parce que c'est la première chose. Donc voilà comment moi je vois le fait de se dérisquer et comment se risquer à l'inverse, c'est de lever les fonds propres tout le temps. Et puis à un moment, oui, tu fais peut-être plein d'opérations. Sauf qu'à un moment, si le marché, comme en ce moment, se tasse, etc., le stress d'avoir un endettement hyper important qui peut te faire tomber te fait prendre les mauvaises décisions et donc il faut faire très attention. Ensuite, pour moi, pour les affaires où je me suis fait peur, j'ai envie de vous dire, faites pas des affaires trop petites par rapport à où est-ce que vous en êtes, parce que sinon vous risquez de mal vous en occuper. Moi, c'est mon cas sur une opération en ce moment et j'assume, je fais de la merde, je m'en occupe pas parce que pour moi, elle est pas importante. En plus, je l'ai acheté cash, donc je délègue mal tout ce que j'ai dit depuis le début. Donc je fais ce que je dis parce que je fais et voilà parce que pour tout un tas de choses, je vais pas. Et du coup, à faire trop petite pour moi, je me rends compte que je mets pas la bonne énergie. Ok, j'aurais dû m'associer avec quelqu'un de plus petit qui lui aurait mis l'énergie qu'il fallait pour la débloquer en fait. Et c'est peut-être comme ça, je vais la ressentir maintenant. Et ensuite, à l'inverse, j'ai eu une opération plus grosse. C'est la seule où je me suis fait peur. C'est un bien grand mot, mais où j'ai dit putain, je vais finir je vais finir en négatif. Pourquoi? Parce que tout un enchaînement de mauvaises phases, loin. L'urbanisme c'était une DP, il nous redemande une deuxième DP, et puis ensuite ça devient un PC alors que la DP suffisait. Mais à un moment, je vais pas attaquer une grande ville. Donc les taux d'intérêt qu'augmentent. À la fin c'était 200 € par jour d'intérêt, donc ça tourne. Et le marché qui se stagne juste derrière, il y avait pas d'offre, et là arrive une offre en face, juste à côté.
à un prix un peu à la con, mais tu sais, la maison, c'est un endroit vraiment top, etc. Et la maison qui était en concurrence n'avait pas les mêmes la même chose, mais à un moment, ça reste un produit une rue à côté de toi qui te met en risque. Et moi, en fait, le délai qui était passé à cause des PPC, le taux d'intérêt qui augmentait, et on s'est dit, ah merde, putain, faut qu'on s'en sépare. On savait que notre prix était bon de sortie, mais ça commençait à prendre trop de temps. Le marché se retournait, on a dit bon, tant pis, on vend. Et là, on a une offre 200 000 € en dessous de notre prix de revient, donc 10% plus bas. Et on s'est dit oh là là. Et là, j'ai dit non, c'est pas possible. Je veux pas perdre d'argent. Comment on fait, comment on gère? Et donc, on a remis de l'énergie, mais encore une fois à distance, etc. Et du coup, à la finale, c'est une opération blanche plus. Enfin voilà, on n'a pas encore les résultats, mais on va gagner un peu d'argent, mais ce sera vraiment le strict minimum. Et mais voilà, c'est vraiment une opération où, et pourquoi, quand tu reprends le truc, c'est parce que grosse opération, du coup des taux d'intérêt qui font mal, des conditions d'urbanisme compliquées parce qu'à distance, pas chez toi, du coup pas le temps de le faire bien comme il faut. Mais par contre, heureusement, j'étais associé avec quelqu'un qui est beaucoup plus gros que moi. Et du coup, à un moment, tu stresses. Enfin, on a pris les bonnes décisions parce que il y avait pas de stress en fait. On s'est dit oh merde, l'opération. Mais il y avait pas de stress. J'aurais été tout seul sur stopper, j'aurais peut-être pris de mauvaises décisions. Alors j'en sais rien, j'étais pas tout seul. Mais j'étais avec quelqu'un beaucoup plus gros qui justement lui à un moment je lui dis écoute j'ai besoin de fonds propres, l'opération elle tourne, on devait l'avant, mais est-ce que t'es capable de... Il m'a dit non mais t'inquiète, le jour où t'auras besoin, je remettrai les fonds propres en attendant pendant 3-4 mois le temps que toi tu combles de l'autre côté. Et ça en fait ça, on se rend pas compte de l'impact que ça a derrière. Mais les opérations qui se déroulent comme un long fleuve tranquille, il y en a 1-2 au début quand t'es focus à fond. Après il y a toujours des petits couacs et puis des moments les couacs qui sont un peu plus gros que d'autres. Ouais, parce qu'à l'inverse, quand même, enfin, une plantade dans ce secteur-là, c'est très difficile de remonter, quoi. Parce que tout ce qu'on disait tout à l'heure, la crédibilité, tout ça, machin, plus mentalement, etc. J'imagine aussi que si tu te plantes vraiment, il en suffit une pour que t'arrêtes, quoi, en fait. Ben alors, j'ai envie de te dire, les bons entrepreneurs, on les voit dans ces moments-là en fait. Hein. On les voit dans le moment où ça va pas, où il y a que des problèmes qui arrivent. Et c'est quand même plus tu montes et plus tu accélères, plus ton métier est de régler que des problèmes en fait. Moi j'arrive au bureau le matin, chaque fois que je croise quelqu'un, c'est pour régler un problème. C'est pas pour me dire tout va bien, viens on va boire un café ou jouer au baby-foot. Donc je préférerais, ça arrivera peut-être bientôt. Mais donc si tu veux ton métier, c'est ça. Et le problème, c'est que les problèmes peuvent être petits comme ils peuvent être de plus en plus gros. Et quand ils arrivent tous en même temps, dont des opérations qui commencent à finir à zéro, en négatif, etc., c'est là l'importance de l'entrepreneur d'avoir dit, j'ai dilué mon risque, je suis avec des gens solides, comment je rebâtis du coup une stratégie sur plus long terme pour arriver à sortir la tête de l'eau. Nous, on a eu des membres qui sont arrivés avec des produits qu'ils avaient en stock très compliqués. On a tout reposé, on a tout relissé. Comment arriver sur revoir ça sur 2-3 ans, comment sortir la tête de l'eau. Et c'est là où l'expérience et on va dire le mentorat ou l'association vont t'amener un vrai gros levier en fait de pouvoir dire non je continue, j'ai le droit de faire des erreurs, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et après tu fais différemment. D'où moi, tu vois, les erreurs que j'ai fait qui auraient pas pu me faire tomber mais qui étaient je me suis dit non en fait tu te rends compte c'est compliqué, dès qu'il y a des erreurs c'est compliqué, recentre-toi plutôt chez toi plutôt que de vouloir bosser partout et puis chez toi en fait tu fais de bonnes marches, ça marche bien, t'es en sécurité, tout va bien, ça va vite dans un environnement stable et serein quoi. Ouais, et c'est là aussi où effectivement, ce que tu as en stock, tu essaies de le commercialiser, comme tu disais, des fois tu peux trouver une voie de sortie pour un bien en attendant un peu au bon moment, au bon client, dans la bonne config que tu n'avais pas forcément vu avant. Et l'autre aussi aspect, je pense, c'est l'aspect de quand on prend des affaires d'anticiper des marges, au moins sur le papier, qui soient suffisantes, pas pour se faire plaisir, mais vraiment justement pour sécuriser. Alors ça, ouais, j'en ai pas parlé, mais c'est, ça me paraît tellement évident en fait. T'es mieux de faire une affaire avec des bons chiffres que d'aller sur 3 affaires avec des chiffres tout pourris, parce qu'en fait, en bas de page, quand tu vois 10%, ça te paraît être 50 000, 50 000. Sauf que du coup, une opération de marchand à 10% de marge, c'est une opération hyper risquée en fait. Tu risques de faire un chèque et là en fait il faut surtout quand tu débutes, que t'as pas de retour, etc. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des critères importants, de savoir dire j'ai bossé sur l'affaire mais elle est plus rentable, j'arrête. D'ailleurs c'est le cas en ce moment. Nous en ce moment on va toquer à des portes en disant
écoutez, on est sur un PC, machin, ça va plus, les coûts de construction augmentent, les taux d'intérêt ont augmenté, ma marge a complètement chuté. De toute façon, je suis pas finançable, mais je serai pas le seul parce que tout le monde a le même prix. Faut arrêter. Hein. À un moment, tous les marchands, tous les promoteurs fonctionnent approximativement de la même façon. Donc, si c'est pas moi, les autres, ce sera le même problème. Donc maintenant, on en est là. Comment vous faites? Est-ce que vous êtes OK pour baisser votre prix ou pas? Ou sinon, nous, on va être obligé d'arrêter, de se retirer. Et il faut accepter de ne pas aller sur une opération, malgré que tu aies passé du temps, de l'énergie, des moments, de l'argent, mais plutôt que d'aller se planter. Et quand on démarre et qu'on n'a pas trop de recul, c'est un vrai risque parce qu'on a du mal en fait à se séparer d'une opération parce qu'on y met beaucoup d'émotions, parce que c'est la première, la deuxième ou la troisième, et puis qu'elle avait de la marge au démarrage. Puis après, on a tellement bossé dessus qu'on se dit c'est quand même dommage, sauf que oui, faut savoir pas mettre d'émotion et dire non, tant pis, je me recule et j'arrête, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Sachant que effectivement, au démarrage, comme tu dis, tu t'es investi émotionnellement du truc et c'est pour ça que ça te fait peut-être flancher par rapport à ça, quoi. Quand tu parlais de dégager, c'était que t'étais sous compromis de l'affaire et t'as renégocié les prix sous compromis, c'est ça? C'est ça, ouais, sous compromis, alors sous offre d'achat ou sous compromis, avec les conditions qui vont bien, parce que ça c'est toujours le même pareil dans la gestion du risque. On a fait une vidéo YouTube là-dessus, mais surtout dans ton offre d'achat et tes conditions suspensives qui vont en face sont nécessaires encore plus quand tu démarres, parce que tu dois avoir les possibilités de sortir s'il y a un problème, s'il y a un retournement de marché, s'il y a un retournement de l'urbanisme. Nous on a des CU opérationnels qui ont été donnés. La ville derrière remodifie le PLU et joue sur 2-3 lignes, et ils nous disent non, vous pouvez plus faire votre opération, etc. Sauf que si t'as levé en crowdfunding, t'es pas associé, t'as mis tous tes fonds là-dessus, t'es bloqué pendant 2 ans avec ton bien, tu fais quoi? Ouais. Voilà, tu flippes, tu fais plus rien, tu dis j'arrête, je retourne au salariat sauf que faut apprendre à construire les choses et voilà, encore une fois, diluer son risque et d'avancer petit à petit et de savoir. Alors ça c'est important encore une fois par rapport à tout ce qu'on s'est dit, mais de s'entourer des meilleurs et d'accepter de demander de l'aide et de pas rester tout seul dans son coin, de pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient avoir la solution en tapant aux portes de certains, qui vont vous prendre un billet pour analyser votre truc et tout, mais ça a pas de prix par rapport au fait de pouvoir continuer, de pouvoir être stable, de pouvoir bien dormir le soir et de se dire c'est bon, mon opération je vais l'emmener au bout, ok, je ferai peut-être 0, alors ce serait vraiment un cas exceptionnel, mais je fais 0. Mais je sais que je vais au bout, je peux me mettre sur autre chose, j'ai juste perdu du temps, par contre j'ai beaucoup appris et c'est ok, quoi. Il y a une façon pour toi de travailler en bonne intelligence entre marchands, parce que c'est vrai que c'est... instinctivement, on se dit, tous les marchands puisqu'ils travaillent pour leur compte propre, ok, on se associe si on a des affinités et tout, mais on est quand même tous concurrents sur ce marché. On peut voir ça comme ça, en tout cas. Mais on peut aussi, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Ouais, alors moi je pense que c'est faux. On n'est pas concurrents. Tu regardes les promoteurs, ils se connaissent tous. Sauf que le marchand, c'est un métier un peu, le mec il veut faire un peu son biz dans son coin, donc oui, le petit gars qui avance, oui, il est concurrent. Le petit investisseur qui veut se transformer marchand, qui sait pas trop, c'est un concurrent parce qu'en plus il va faire n'importe quoi, etc. Et ça va être un concurrent, il va pas avoir soit de la TVA, soit il va aller sur des marges trop basses. Voilà. Mais ces gens-là, de toute façon, on n'y peut rien. C'est comme le petit promoteur qui démarre, qui va faire n'importe quoi parce qu'il veut lancer son activité et qui va peut-être se casser la gueule ou pas. Tu vois, t'as plein de promoteurs qui font des offres complètement dégueulasses, etc. Mais sinon, globalement, 90% des promoteurs ne sont pas concurrents. Tu vois, c'est bizarre, hein, mais ils sont pas concurrents parce que justement quand ils peuvent pas sortir les opérations, soit ils font en coprom, soit ils s'envoient le foncier en fait en disant tiens tu me files un billet d'apporteur, etc. En fait il faut juste apprendre encore une fois à se connaître, savoir ce que tu peux faire. Tu peux pas tout faire. Tu vois, moi Ville de Beauvais, je suis sûr qu'il y a au moins 20 marchands de biens. 20 marchands de biens. Et nous, rien que dans le cercle, là, il y en a 3-4 qui tournent, mais bon, ils se retrouvent sur la même affaire. Et alors, soit ils peuvent pas toutes les faire. Des affaires, il y en a plein. En fait, au départ, quand on veut démarrer, c'est comment je vais trouver une affaire. Enfin, du coup, dans le cercle, c'est ça, c'est comment je vais trouver une affaire, etc. Puis en fait, au bout d'un an, 18 mois, c'est juste comment je vais sortir les affaires, les dérisquer et avancer sereinement pour pas me faire de mal. Et donc, en fait, pour moi, on n'est pas concurrents. Il y a des moments, il y a des opérations que tu fais seul. Il y a des moments où tu vas aller t'associer justement avec les gens avec qui tu fites, avec qui ça marche bien et qui tu peux te donner du levier. Et puis accepter que des moments, t'es pas sur toutes les affaires, mais en soi, ce que je disais tout à l'heure, une fois que tu as stabilisé ton point d'équilibre, que tu as stabilisé le fait de faire du résultat, en poussant des opérations, certaines associations, etc., que tu fasses 200, 300, 400, fondamentalement, tu as le temps, en fait. Tu vois, est-ce que tu as l'énergie à y mettre, etc. Ce qu'il faut après, c'est pour ça que je disais, il faut apprendre à se connaître, savoir où est-ce que tu veux aller, poser les bons objectifs, et pas en vouloir toujours plus. Et le vrai problème, là où il faut faire gaffe quand tu t'associes, c'est les gens qui ont un vrai problème avec l'argent. Les gens qui font du marchand pour l'argent, en disant je vais être riche demain, etc.
Alors, oui, il y en a qui y arrivent, ils font de l'argent, etc. C'est ok, mais ceux qui le font réellement que pour ça, souvent, ça amène rien de très bon dans les associations. Parce que il y a toujours un truc, oui, mais moi j'ai fait plus ci, toi t'as fait plus ça, tatati, enfin tu vois les trucs complètement débiles. Donc il faut comprendre qu'on n'est pas concurrent, que oui, des moments on peut se trouver sur le même produit, mais on aura le même bilan économique. Si encore une fois, avec des pros de l'IMO, avec des mecs qui bossent bien, etc. T'auras le même bilan économique que l'autre en face. Donc après, ça va être ta manière de l'approcher, les fonds propres que t'as à ce moment-là, le levier bancaire, le temps. Et en fait, quand tu mets tout ça bout à bout, tu fais ton analyse de risque, tu dis bon ben voilà, de toute façon, faut que j'aille avec un associé, ben tiens, je vais appeler un tel qui lui en ce moment, il a peut-être pas grand-chose. Hop, c'est le moment, il va m'aider là-dessus. Et en fait, t'es pas concurrent, t'es vraiment t'es pas partenaire non plus, mais tu dois travailler en bonne osmose, justement, te partager les bons trucs pour que au fur et à mesure, le métier s'assainisse aussi et que les gens qui travaillent mal disparaissent, parce que c'est le vrai problème du marchand, la vraie concurrence, c'est les gens qui travaillent mal, qui font n'importe quoi et qui salopent un peu notre métier, mais bon, malheureusement on n'y peut rien, mais j'ai l'impression que c'est en train de changer et qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent plus travailler avec les marchands de biens qui font n'importe quoi parce que trop de problèmes derrière, et la communication qui est faite sur tous les réseaux sur ce sujet-là, j'ai l'impression est en train de porter ses fruits et va l'apporter encore plus d'ici les 3-4 prochaines années, quoi. Mmh. Et sur les autres types de partenaires que le marchand dans l'environnement auquel il fait face, je pense notamment tout ce qui est voilà, Enedis et autres, et puis les services de l'urbanisme aussi, hein, parce que selon le service de l'urbanisme, selon la mairie, on a une compétence ou pas dans ça, et les marchands doivent faire avec quelque part de pas forcément le même niveau de compétence un peu partout. Tu penses que ça évolue ça, ou il faut vraiment faire avec? Alors, plusieurs sujets. Je pense que nous déjà, il faut qu'on travaille. Enfin, quand tu travailles localement et que tu connais l'urbanisme, ça va plus vite. Non pas que tu as des passe droits, hein, je suis pas en train de dire ça. Hein. C'est que ça va plus vite parce que tu connais les personnes, tu peux t'appeler, ça va vite. Même si tu vas voir l'urbanisme une fois que tu sais ce que tu vas faire sur ton dossier, que toi t'as fait ton analyse complète en fait. Appelez pas l'urbanisme. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire sur ce truc-là? Enfin, c'est pas un marchand de biens. Faut pas faire ça. Il faut d'abord analyser, toi monter en compétence, comprendre, et ensuite appeler l'urbanisme. Donc comme je disais, t'as ce côté, quand tu travailles chez toi, c'est plus simple parce que tu vas plus vite, t'as les bons contacts, etc. Pareil avec Enedis, pareil avec Veolia, c'est-à-dire que t'as le portable du mec avec qui t'as déjà bossé régulièrement, tout va plus vite en fait. Tu vois, quand tu te ressembles, tout va plus vite, tout est plus simple. Donc ça c'est important. Après dire qu'il y a des personnes à l'urbanisme qui sont moins compétentes dans des petites villes, c'est clairement le cas. Hein. D'ailleurs, certains promotes profitent des moments de ça en disant ils arrivent, ils font un peu peur en fait en arrivant. Les gros promotes qui arrivent dans la petite ville et font un peu peur aux maires de la commune. Je pense qu'il faut encore une fois être très bienveillant, expliquer son projet, ne pas l'imposer. Commencer par qu'est-ce que vous voulez pour votre commune. Je pense à des biens en fait qui sont je sais pas dans une ville qui est pas très cher au mètre carré, qui a un vieux truc en plein milieu de la ville que personne veut parce que trop cher, etc. Et que par exemple il faut des places de parking. Voilà, truc classique. On va dire c'est le truc, les questions qu'on a tous les semaines. Et ben là en fait va discuter, échanger avec la mairie une fois que toi tu connais toutes les conditions d'urbanisme, explique que tu es là pour embellir le patrimoine et qu'est-ce que eux veulent en faire. Et en fait, tu as le droit d'avoir des exceptions et des dérogations si c'est bien fait en fait. C'est bien fait, si c'est fait dans l'intérêt global, etc. Et les maires sont plutôt à l'écoute pour leur commune. Donc, et l'urbanisme, quand ils n'ont pas la compétence, ils savent aller la chercher dans d'autres organismes français. Et toi, ce qui est important, c'est que quand tu vas voir quelqu'un qui a pas de compétences, c'est que toi tu les aies. Parce que si vous êtes deux à pas avoir les compétences, je vous assure que le projet sortira jamais. Ça, c'est clair. Et mais pour l'avoir déjà vécu dans le cercle où les gars étaient partis sur des trucs trop gros pour eux, sans avoir la compétence et en demandant, et puis l'urbain était encore plus nul. Ben maintenant, attends, reviens au basique, tu refais toi ta propre analyse, tu sais où tu as le droit d'aller, nous on a une experte chez nous qui vraiment regarde tout ça et qui te permet en fait derrière de dire voilà, tu vas à l'urbanisme en sachant ce que tu as le droit de faire. Une fois que tu sais ce que tu as le droit de faire, tu échanges avec eux, mais tu leur laisses la main en fait. C'est quand même leur ville, quoi. Toi, tu veux peut-être faire de l'argent, c'est ton métier, de valoriser le patrimoine et de faire de l'argent avec ça. Mais eux, c'est quand même chez eux, quoi. Donc il faut à un moment un peu les respecter et les écouter et trouver encore une fois un point d'équilibre gagnant-gagnant qui te permet de sortir les opérations. Mmh.
Non, c'est clair. Il y a plein d'éléments à réfléchir, à penser quand on est marchand. C'est effectivement, c'est beaucoup d'informations, je pense, pour les gens qui nous écoutent. Mais je pense que c'est vraiment important que tu puisses donner tout ça. Il y a un dernier peut-être frein que j'entends aussi un peu pour des gens qui veulent se lancer en marchand, qui est celui finalement un peu lié en fait à, alors c'est peut-être un grand mot, la morale, mais si tu veux le concept, si tu veux, de d'acheter quelque chose, de le revendre et de faire une marge dessus sans forcément avoir fait énormément. Ok. Voilà. Et comment est-ce que tu pourrais conseiller une personne qui a un peu ce frein-là à se dire est-ce que c'est pas Ouais, mal ce que je fais, quoi, tu vois? ouais, c'est un frein classique. Alors, plusieurs choses. En fait, comment la, la, la première chose, c'est quand tu trouves une pièce d'or par terre, tu vas pas la vendre au prix du bronze. Pas parce que tu l'as trouvée que tu vas pas la vendre à son prix. Le mec qui passe toute sa journée sur les plages, tiens, en baie de Somme, là, qui passe avec leur détecteur de métaux, là, parce qu'il trouve un truc hyper cher, il va pas aller le vendre à moitié prix parce qu'il l'a trouvé. Et non, par contre, il a passé peut-être 6 mois à chercher pour trouver ça. Donc en fait, il faut juste accepter que toi, c'est ton métier, que tu mets en place un système de recherche, que tu passes beaucoup d'énergie pour trouver des anomalies de marché. L'anomalie de marché, elle arrive soit par des gens pressés pour un décès, des gens pressés pour un divorce, comment tout simplement une vente qui ne s'en sort pas, des conditions d'urbanisme que tu vas réussir à régler assez facilement parce que toi tu as la compétence, tu vas amener une compétence, ou tout simplement valoriser un bien où les gens n'en ont pas l'idée et tu vas pouvoir le vendre plus cher que son prix de marché. Et en fait, il y a pas de souci tant que tu sais que c'est ton métier. Tu fais les choses intelligemment et que tu es d'accord avec les gens. En fait, tu signes quelque chose et tu es d'accord avec eux. Donc, il y a un moment, s'il y a c'est une offre d'achat contre-signée, c'est un accord entre deux parties. Et ça, faut arriver à l'accepter. Je veux dire, demain, tu vends n'importe quoi, t'es d'accord, mais oui, bah après le mec il l'a revendu. Alors oui, les gens peuvent être un peu frustrés, etc. Mais quand t'expliques que tu viens résoudre un problème et tu le résous, bon, ben je vois pas où est la problématique. Okay. Après, c'est vrai qu'il arrive qu'il y a des gens qui s'aperçoivent après coup qu'ils auraient pu faire comme toi, etc. Sauf qu'ils n'ont pas la compétence. On a toujours l'impression que notre métier est simple. Enfin, le métier des autres est toujours plus simple. En fait. Ça c'est le français de base. Il veut toujours faire le métier de l'autre. Il est mieux payé et moins chiant. C'est comme ça et moins risqué. Donc, sauf que surtout le métier de marchand, on fout rien, c'est facile. Sauf qu'on file des garanties, du vice caché, on file une expertise, un devoir d'information, etc. Qui demande des années à se former et de l'expérience. Donc, en fait, tout ça, quand tu mets tout ça bout à bout, aller faire 20% sur un bien pour 100 000 et revendre 120 000, bah, je veux dire, 20 000 euros, c'est rien. Après, tu payes ton IS, tu payes tes charges, tes trucs, il te reste plus rien. Donc, il y a un moment, tu t'as gagné un peu plus qu'un agent IMO. Hein. Faut pas se leurrer. Je parle sur des petits trucs, etc. Mais donc, il faut pas avoir de peur de dire ton métier, c'est ça. Voilà ce que tu as fait pour en être là, beaucoup de sacrifices, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, on en parlait tout au début. À un moment, faut se lancer, faut faire ça à temps complet, faut créer du réseau, faut y passer du temps, faut savoir analyser son secteur, monter en compétences, encore une fois, pour régler tout un tas de sujets. Alors, une fois que tout ça s'est mis bout à bout, tu te dis, des moments même, c'est pas cher payé sur des petites sommes, en fait. Donc, alors oui, par contre, c'est toujours le contre-exemple de l'achat pas cher et vendu très très cher. Ça arrive, et encore une fois, c'est ce que je viens de te dire, tu vas pas vendre un truc que t'as eu par multiplication d'opportunités en fait, et le fait d'être prêt pour quand l'opportunité arrive, c'est comme ça en fait, ça fait partie de la vie, il faut l'accepter et surtout il faut tenir bon et garder la tête droite et dire les choses réellement et pas se cacher parce que il y a beaucoup de marchands en fait qui se cachent de tout ça et je pense que c'est ça qui a fait du mal au métier en disant non attendez non faut arriver juste à l'accepter, à dire pourquoi on l'a fait, à dire aussi qu'on a des opérations qui finissent à zéro ou en négatif, qu'il y a des retournements de marché, qu'il y a du stock qui peut se dévaloriser un petit peu, enfin voilà, qu'on a aussi des risques de l'autre côté, qu'il y a des affaires meilleures que d'autres et c'est comme ça dans tous les métiers et c'est ok quoi. Ouais, une approche de portefeuille finalement, que c'est pas voilà, ton métier se résume pas à une affaire, quoi. Donc Ah, parce que sinon, oui, alors, je pourrais mettre en avant. Moi, j'ai fait des affaires énormes. Bon, on pourrait les mettre en avant sur YouTube. Ah non, c'est débile. Cette affaire-là, elle arrive une fois tous les 10 ans. Et puis quand elle arrive, c'est une multiplication de choses qu'on fait et des moments, elle t'arrive jamais dans toute ta carrière. Donc c'est pas l'objectif, quoi. Voilà, le but c'est d'avoir encore une fois un portefeuille. J'aime bien ce mot-là, portefeuille avec des lignes. Et voilà, il y en a des meilleurs que d'autres. Ce qui compte, c'est d'avoir la bonne moyenne et de la piloter bien comme il faut, quoi. mmh. Ok, non, bah c'est top, c'est top. Et est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait oubliées que tu voudrais mettre en avant sur justement ce qui pourrait manquer aux investisseurs IMO pour se professionnaliser sur ce secteur-là et en marchand notamment? Moi, j'ai envie de dire,
c'est pas en marchant, on paye les choses cash parce qu'on n'a pas 20 ans pour se retourner. Hein. Ça, c'est important. Donc, il manque beaucoup de choses parce que on peut pas délivrer ça dans une formation, dans un bouquin. C'est pas possible. Dans un bouquin, on va donner des bases. Dans une formation, on va amener un peu de technicité. Voilà. Mais ce qui est vraiment, ce qui est important, c'est de pas aller sur des choses que vous maîtrisez pas par appât du gain. L'opération, quand vous la regardez, vous regardez le risque et vous regardez la marge après. Et ça c'est primordial. Et en fait, pour regarder le risque, il faut savoir les identifier et savoir les lever et mettre un plan d'action en face. Donc, quand vous avez un risque que vous savez pas identifier, vous savez pas identifier, vous le saurez pas. Mais si vous avez un risque identifié, que vous n'arrivez pas à mettre un plan d'action, vous n'arrivez pas à le lever, il faut sortir de l'opération. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Identifier le risque avant d'identifier la marge. Et une fois que vous aurez identifié le risque, vous identifiez la marge et ensuite vous pourrez dire j'y vais, go, no go, et c'est ok, quoi. Ok. Très clair, très clair. Est-ce qu'il y a des ressources nouvelles que tu voudrais nous conseiller, des trucs intéressants qui pourraient être illustrer un petit peu tout ce qu'on vient de dire? Alors il y a je connais pas d'ouvrage sur le marchand. Moi j'ai envie de vous dire, si vraiment dans les ressources, ça va être d'aller participer en fait à des événements, à des choses où il y a des marchands. Il y a des marchands qui sont plutôt solopreneurs, des marchands qui aiment bien être en groupe. Il faut là vous rentrez vraiment dans un réseau avec énormément de choses. Donc il faut s'entourer de gens qui font, discuter avec eux, accepter de sortir. Alors, c'est peut-être le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi soir, j'en sais rien. Mais identifier les bonnes soirées ou les bons organismes de formation. N'allez pas forcément. Alors je suis désolé si je fais du tort à certains en disant ça, mais n'allez pas forcément sur des trucs de formateurs comme certains peuvent être identifiés, etc. Parce que là vous allez être dans un outil de closing où les gens au bout d'un moment ils vont vouloir vous vendre un truc. Allez discuter avec des gens qui font. C'est la meilleure expérience que vous pourrez avoir et vraiment je vous invite vraiment à passer par là, à échanger, à accepter de donner vos peurs, qu'est-ce qui vous frustre, qu'est-ce qui fait que vos barrières, parce que les premières choses à casser c'est les barrières mentales, et les barrières mentales on les casse avec les gens qui ont déjà fait en fait, clairement. Et donc il faut passer par là et pas de devenir des puits de science. Parce que vous allez sur les affaires à identifier, une fois que vous maîtrisez un marché, vous allez identifier les problèmes et vous allez encore une fois mettre un plan d'action pour les lever, et pour ça il faut trouver les bonnes personnes qui vont vous aider à les lever. Tu vois, donc c'est ça qui est important, plutôt que de vouloir devenir un puits de science parce que vous avez lu des bouquins, fait de la formation, fait plein de choses, et en fait à la finale vous avancez toujours pas parce que le frein est toujours là, parce que la barrière mentale est là, et ça c'est important à lever, parce que vous devenez en tant que marchand de biens entrepreneur et pas juste investisseur où voilà, tu te lances, t'en fais un, tu vois après, c'est un peu différent, quoi. Très clair, et je partage ce point de vue-là carrément. Super, Seb, merci beaucoup pour ton temps. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Le meilleur canal, c'est quoi? Alors, si vous voulez avoir du contenu, voilà, sur plein de choses techniques, etc. On a lancé une chaîne YouTube depuis le début de l'année, donc sur le cercle MDB. Vous pourrez y poser des questions, etc. Après, moi, je suis pas présent dessus tous les jours. J'y vais une fois par semaine, etc. Par contre, on tourne énormément de vidéos. On va beaucoup accélérer là sur en primeur. Je vous le dis, on va lancer ce qu'on appelle la minute MDB avec plein de petits conseils de 4-5 minutes et des vidéos plus techniques de moi. Qui sont plus poussées, et des vidéos sur des affaires où on va filmer nos membres pendant plus d'1 heure. Donc c'est plutôt cool, vous aurez vraiment beaucoup de choses. Et sinon, si vous souhaitez simplement discuter avec moi, c'est sur Instagram, Seb Marcus. Là c'est moi, il y a que moi qui répond, donc vous pouvez bien me parler, ce sera moi. Avant je faisais énormément de stories, mais comme tout il faut choisir, j'ai dû choisir mes batailles, et je fais moins de stories personnalisées, je continue, mais par contre vous pouvez venir me parler, échanger avec moi sans aucun problème. Ce sera moi en tout cas derrière l'écran. Ouais, non, et je pense que tu as raison d'avoir fait le switch sur YouTube, parce qu'au moins ça reste. C'est ça. J'ai compris aussi, moi je suis assez content d'être allé là-dessus, donc non, c'est cool que tu aies fait la migration là-dessus, quoi. Donc il y a plein d'infos, et ça me fait plaisir de savoir qu'il y en a d'autres qui arrivent, quoi. C'est cool. Ouais.
Bah écoute, ouais, bah oui, c'est vrai, vous aussi vous faites vous avez fait vos tous les semaines avec vraiment du contenu qui reste et tout, et j'en ai écouté pas mal et c'est plutôt top avec Léo, c'est ça, hein. Ouais, on fait ça, ouais, avec Léo sur l'IMO, les ateliers du lundi, ouais. Et bah ouais, en fait, c'est vraiment les théories de la capitaliser, tu vois. Le contenu, c'est un peu comme l'IMO, tu vois, tu capitalises, tu te rends pas compte, mais c'est déjà là et ça travaille pour toi, quoi. Donc c'est un peu Ouais, l'idée. c'est ça. Bon, super, merci beaucoup Sébastien pour ton temps. Ben merci à toi, merci à vous, et puis bah écoutez, pour ceux qui viendront me voir, je vous dis à très bientôt. Et à très bientôt. Salut. Bye bye.